bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. Le printemps se fait désirer. Eh bien, qu'importe, Sori Musica se décline en saison. Bertrand Servera sera ce soir en concert à l'Espace Diamant à Ajaccio pour Verano Musica. Et il nous fait l'honneur d'être présent en plateau pour nous aujourd'hui. Bonjour Bertrand. Bonjour Faustine, vous allez dresser le portrait de l'un des plus grands violonistes et chefs d'orchestre du XXe siècle, Yehudi Menuhin. C'est un artiste aux mille facettes. Tout à fait, je vais vous parler de ma rencontre avec Menuhin, ma rencontre émotionnelle en tout cas. J'ai eu peur. Allez, à suivre. Francesca, elle sera en direct pour nous faire découvrir la tourbière de Moltifoux. C'est à l'occasion de la semaine du développement durable. Enfin, à 13h, RGPD, l'ère du respect de la vie privée des internautes est en marche. Pas si sûr. Est-ce que le règlement général sur la protection des données va réellement changer bien de la donne? On va en parler avec Éric Ferrard. Si vous avez envie de réagir, de nous appeler, vous pouvez le faire au numéro de téléphone qui s'affiche ou alors nous écrire tout simplement sur Facebook, vous veillez. Tout à fait, on est là. Et puis le grand retour de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Beck, bonjour, notre étudiant. Les partiels sont terminés? Oui. Mention haut la main. Oui, avec brio. Sinon un gage, attention. Attention. Allez, tout de suite, c'est parti pour la première partie d'INSEM. Bertrand, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Alors Bertrand Servera, virtuose, violoniste, chef d'orchestre, prodige de la musique classique. Vous vous partagez entre la Corse, mais il y en a plein, et le reste du monde. Paris, Londres, Melbourne, je vais y arriver, New York, Tokyo. Ce soir, ce sera Ajaccio. Le printemps se fait capricieux, qu'importe. Verano Musica, c'est à l'Espace Diamant. Vous avez d'ailleurs interrompu vos répétitions exprès pour être avec nous aujourd'hui. Bon, comment ça s'annonce? Ça s'annonce vraiment bien. En plus, la salle sonne très bien et on va se régaler. Je pense qu'on va se régaler. J'espère que les gens se régaleront aussi. Au programme ce soir, qu'est-ce que vous avez réservé au public? Bach, des concertos de violon, Vivaldi, Vitali, qui est le cousin germain issu de Vivaldi. Non, ils s'appellent Antonio tous les deux, mais ils sont pas cousins. Et puis après d'autres choses, Kreisler, Bartók avec les danses roumaines. Bartók était hongrois, mais il a fait des danses roumaines. Voilà. Bon, enfin. Pour la petite histoire. Pour la petite histoire. Et donc, non, je pense que ça va être très sympathique. C'est autour du violon, autour de la façon de jouer le violon de façon différente. Presque parfois traditionnelle, comme avec Bartók, ou alors très classique avec Bach. Et puis finalement, on s'aperçoit que ça se rejoint parce que la musique est générale, donc c'est pas que un style. Voilà. Donc une déclinaison autour du violon. Vous reprenez les plus grands airs classiques. Vous ne serez pas seul ce soir. Non. Alors autour de moi, il y a l'orchestre Paris Classique qui a l'habitude de faire le festival Sori Musica avec moi. Et donc on est 6, contrebasse, violoncelle, violon, alto. Enfin voilà, on est toute une équipe. On a l'habitude de jouer ensemble, donc c'est pour nous un plaisir de se retrouver ici, évidemment, parce que c'est un peu l'essence même de notre année de faire ces festivals qui tournent, quoi. Alors, petit clin d'œil, est-ce que comme Vivaldi, vous allez décliner Sori Musica en 4 saisons? Un peu de l'esprit? 3. Parce qu'en fait, il y a la... Oui. Non, Vous venez pas l'hiver, c'est ça? Si, justement. Ça contrariait beaucoup, vous savez. On fait Natal en hiver. Bon. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? On ne ferait pas l'automne, mais on va peut-être le faire. C'est beau l'automne, pourtant. Hein. Il y a de quoi faire en automne. Hein. Surtout que la saison de l'automne de Vivaldi est très sympa parce que c'est le moment où on parle des vendanges. Et donc le vendangeur est complètement ivre-mort. Donc, et donc dans la musique, c'est très rigolo parce qu'il est ivrogne et puis à un moment donné, il s'endort. Donc enfin bon. Et ça, je le fais particulièrement bien. Bien sûr, on peut faire attention. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, justement, de quoi il s'agit, Sori Musica, est-ce que vous pouvez nous en parler de cet événement? Non, pas du tout. Non, vous n'avez pas envie, d'accord. Non, si, Sori Musica, au départ, c'est la rencontre de musiciens, d'un public, d'un état d'esprit, en fait, très familial, très, très amical. Et c'est vrai qu'au bout de 15 ans, parce que ça va être la 15e année cet été. Édition anniversaire. Donc. Oui. En effet, et donc c'est vrai que l'esprit reste, c'est un esprit très simple de partage, de convivialité. Alors ce sont des termes qui maintenant sont un peu utilisés un peu partout, mais en fait nous c'est vrai. Parce que, voilà. Ça c'est fait. Non, mais c'est dans le sens où c'est vrai que d'abord les concerts sont gratuits, je veux que les gens se mélangent, il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas d'élitisme, il y a quelque chose d'archi simple. On se rencontre, si les gens n'aiment pas, ils nous le disent, s'ils aiment, ils nous le disent. D'abord, il n'y a pas d'entrée et de sortie de salle, puisqu'on en joue dehors ou on joue dans des endroits où on se retrouve avec les gens avant et après. Donc il n'y a pas de différenciation entre le public et le... Sur l'élitisme, en plus, voilà, c'est vraiment le premier avis qu'on en a de la musique classique, c'est l'élitisme. On a l'impression que ça touche qu'une certaine classe sociale. C'est une fausse idée parce que Vivaldi, Bach et Mozart, ils écrivaient, c'était de la musique populaire. Oui. Donc c'est de la musique populaire en fait. Et maintenant on a voulu en faire. Alors moi j'ai deux explications. L'explication c'est que peut-être les musiciens à une époque c'était
c'était des saltimbanques, j'ai envie de dire mal payés, mal considérés et tout ça. Et puis c'est vrai que maintenant, on nous considère comme des artistes, sauf qu'on n'est pas des artistes, on est juste des interprètes d'artistes. Mais nous, on n'est pas artistes. C'est mon explication. Et donc, on sait. Et donc, par rapport aux gens, on a envie de leur dire, ouais, moi je sais, et toi tu sais pas. Voilà. Donc reste à ta place, et moi, parce que la bémol majeur en truc muche bidule, c'est vrai qu'on peut vite mettre une barrière entre les gens comme ça. Et donc c'est peut-être aussi un peu de notre faute. Mais au départ, c'est une musique qui est populaire. Avant, dans les opéras de Mozart, les gens, ils mangeaient pendant les opéras. Il y avait moins de choix aussi. Ils se cachaient, même ils faisaient des trucs un peu comme ça derrière les... Aujourd'hui, il y a une offre énorme. Oui, mais il y a une offre énorme. Et quand on dit les concerts sont chers, c'est pas vrai. Ça coûte plus cher d'aller à un concert de rock que d'aller à un concert classique. Nous, la preuve, c'est que c'est gratuit. Donc les gens viennent avec les familles, peuvent venir à 3-4 concerts. Ça leur coûte pas plus, quoi. C'est ça l'idée. C'est de populariser, mais dans le sens noble, de revenir à la vraie... Démocratise ? Oui, mais à ce que c'était au départ. Voilà, la musique, c'est fait pour partager, c'est pas pour passer des concours. C'est comme nous, on passe des concours sans arrêt. À un moment donné, il faut arrêter de penser aux examens, à la hiérarchie, tout ça. On fait de la musique ensemble. Point barre. Tout le monde peut faire de la musique. Alors, retour aux fondamentaux, certes, mais les clichés ont la vie dure. Est-ce qu'en l'espace de 15 ans, vous avez vraiment vu évoluer le festival ? Est-ce que les gens viennent plus volontiers, avec moins d'a priori et peut-être même d'appréhension ? Pour moi, c'est le succès du festival. C'est de voir que les gens maintenant viennent sans même connaître la programmation. C'est-à-dire qu'ils viennent parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de jugement. Ils viennent, ils acceptent, ils ont confiance. Et pour moi, évidemment, le public est très nombreux. Donc oui, les endroits sont pleins. Mais ce n'est pas tellement le problème. Oui, c'est un succès pour ça. Mais c'est un succès aussi parce que tout d'un coup, on se libère de ces contraintes. Et écouter de la musique, c'est quoi ? C'est la seule liberté de l'esprit qu'on puisse avoir. Parce que dans une salle de concert, vous ne pouvez pas partir. Vous êtes obligé d'écouter. Mais ça ne veut pas dire comme ça, d'écouter toutes les notes. Moi, quand je joue, je pense à autre chose des fois. Je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir des clés pour comprendre. Non, alors moi j'essaie d'en donner des clés pour justement, je parlais de l'automne où le type il est sous, mais tant que c'est rigolo. Mais il n'y a pas que ça aussi, on peut se libérer. Moi je pense à plein de choses, tristes, pas tristes, à ma vie. Mes impôts, non, pas mes... Oui, n'oubliez pas, c'est aujourd'hui d'ailleurs, si vous devez faire la déclaration de revenus. Alors, moi j'aimerais qu'on... Allez-y, vite, vous avez ce soir minuit. J'aimerais qu'on revienne sur votre parcours. Comment vous avez appris la musique ? Ça m'est venu comme ça. Comme ça, c'est une illumination. Oui, j'ai jamais travaillé. C'est bien, vous avez de la chance. En fait, je suis allé chez un prof de musique. Ma mère voulait que je fasse de la musique, parce que mon frère faisait de la musique, ma sœur faisait de la musique. Donc vous étiez obligé de faire de la musique. Mais mes parents n'étaient pas musiciens du tout, hein, donc ils pensaient que c'était une... Ça fait bien. Voilà. Non, parce que je pense que culturellement, c'était quelque chose qui était fort pour eux. Et donc je suis chez un prof et ils avaient ni violoncelle, le piano. Je trouvais que c'était hyper... abstrait, vous savez, on a l'impression qu'il faut être un scientifique pour faire du piano. Touche noire, touche blanche, déjà, 2 couleurs, c'était trop pour moi. Donc j'ai arrêté. Et donc il restait un violon. Et je trouvais que c'était très joli. Oui, mais je trouvais que c'était hyper joli. Et j'ai dit, je veux faire ça. Et donc la dame m'a dit, si tu apprends tes notes, en 3-4 jours, je te passe le violon. Et donc, comme je voulais en faire, j'ai appris mes notes en 3-4 jours. Et puis après, j'ai trouvé que c'était super facile, quoi. Pour en arriver là. Avec Kurt Masur qui a été mon... Donc l'Orchestre National de France, votre mentor. Alors il y en a eu d'autres, hein ? Oui. Il y en a eu d'autres, et c'est Faustine qui va nous en parler justement. Vous allez nous dire ensuite ce que vous en pensez. Tout à fait. Alors, avec 2 ans de retard, on fête les 100 ans de la naissance de Yehudi Menuhin. Mais est-ce qu'on a besoin de raisons pour en parler ? Pas vraiment. Menuhin, c'est donc un des plus grands violonistes du XXe siècle. D'origine juive, il naît à New York donc en 1916 et devient très très jeune un violoniste de renommée internationale. À 11 ans, il rencontre Einstein qui dit en l'écoutant « Je sais maintenant qu'il y a un Dieu ». Donc voilà, ça pour vous dire. Menuhin, ce n'est pas qu'un violoniste, c'est aussi quelqu'un de très engagé humainement et qui est extrêmement surprenant. Moi, ma rencontre avec Menuhin, elle ne s'est pas faite à travers le violon, mais à travers 2 faits qui illustrent son courage dans une situation assez compliquée. Le premier, c'est que c'est le premier musicien juif à avoir accepté de jouer en Allemagne après la guerre en tendant la main au chef d'orchestre Furtwängler, accusé de compromission avec les nazis.
Le deuxième fait, c'est qu'au même moment, on crée l'État d'Israël en Palestine et très visionnaire. Il dit « Désormais, le Moyen-Orient ne connaîtra plus jamais la paix ». Et Yehudi... ah oui, on est à la fin des années 50. Yehudi Menuhin se montre très tôt, dès les années 60, en faveur de la Palestine. Il a prononcé une phrase un peu osée, mais très forte. Je vais la dire quand même. « Les Juifs devraient être des Juifs et non pas des nazis ». Je rappelle qu'on est dans les années 50-60 et que c'est un juif. Donc il fallait vraiment oser dire ça. Finalement, voilà comment j'ai découvert le musicien. Et ce qui est intéressant, c'est que ça aide à comprendre sa façon de jouer de la musique qui est quelque part assez morale. Vous, comment s'est passée votre rencontre ? À plusieurs niveaux, parce qu'il a été chef d'orchestre, et puis moi j'ai pris des cours avec lui, des sortes de des masterclass. Et c'était quelqu'un qui était presque plus philosophe que musicien, et puis c'était un musicien extraordinaire, il avait un son naturel comme ça, et puis tellement tôt. C'est vrai que pour moi c'est le seul enfant prodige qui ait pu exister, parce que on voit des enfants qui jouent très bien, petits, tout ça, mais lui il avait ce supplément d'âme, comme on dit, qui fait que quand il joue on pleure, quoi. Ça ne suffit pas parfois la technique, il faut autre chose? Ah ben bien sûr, et la technique c'est comme l'orthographe, c'est-à-dire que c'est mieux d'écrire avec une bonne orthographe, mais il faut quand même raconter une histoire. Donc l'un ne va pas sans l'autre, et c'est vrai que nous techniquement c'est des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de boulot. Lui il a commencé à 5 ans et la grande force c'est qu'il avait une capacité de travail énorme à 5 ans, ce que nous on a eu à 15 ans, mais lui il l'avait à 5 ans, donc il a évolué de cette façon-là. Mais il avait quand même cette chose, il y a un concerto de Bach d'ailleurs qu'il joue quand il a 14 ans, le double de Bach, et quand on entend son son quand il commence à jouer à 14 ans, mais c'est bon, ça sort, c'est ce supplément d'âme. C'est pas une histoire de talent. C'est un personnage hors du commun. Alors il y a autre chose de surprenant chez lui, au-delà de la musique. Vous savez qui était son professeur de violon favori? Il y en a eu plusieurs, donc Allez-y. J'ai envie de répondre. Allez-y. C'était son professeur de yoga. Et ça vous a beaucoup plu? Oui. Énormément. Donc, parce qu'en pleine gloire, Menuhin commence à avoir de gros problèmes physiques. En 52, il est invité en Inde par le Premier ministre Nehru, qui lui présente un maître de yoga qui s'appelle Iyengar. Ils ont 35 ans tous les deux à cette période. La première leçon dure 7 heures. Ça lui a sauvé son dos. Et Menuhin, outre ses douleurs musculaires, ne dormait pas. Il parle avec le maître et là... Révélation, il dort. Et Menuhin devient donc un assidu du yoga. Parce que la souplesse du corps et la souplesse de l'esprit, dit-on en Inde, donc ça correspond exactement au personnage. Une de ses pratiques routinières, c'est la pratique de la chandelle qu'il faisait tous les jours. La chandelle, c'est cette position. C'est une position inversée où le corps repose sur les épaules. Et c'est une des postures les plus importantes du yoga. Ses bienfaits sont multiples, autant au niveau physique que mental, si on l'a fait de façon régulière. Vous faites du yoga avant les cancers? Toute la journée. Ah bon. Je vais y mettre. Mais on m'a parlé de cette technique il n'y a pas longtemps. Donc, mais grâce à ça, il n'a plus souffert, cela dit. Et au-delà de ça, une amitié très forte était née entre les deux hommes, puisque Menuhin a même préfacé plusieurs de ses ouvrages. À cause de son emploi du temps chargé, il fait venir le maître de yoga en Europe et les deux hommes deviennent des vrais ambassadeurs de la pratique. Encore une fois, il était très avant-gardiste puisqu'aujourd'hui, tout le monde fait du yoga. Là, on est dans les années 60. Le yoga accompagnera Menuhin toute sa vie jusqu'à sa mort. Il a fait des postures extrêmement compliquées. Petite anecdote que j'aime bien. En 82, il dirige l'ouverture de la 5e de Beethoven en se tenant sur la tête et en dirigeant avec ses pieds. On a une petite photo. Voilà. Il va falloir essayer. Parce qu'il avait de bons musiciens devant quand même. Complètement lui, bien sûr. Donc voilà, est-ce que vous aussi, vous avez une routine physique qui vous permet... Oui, des assouplissements, c'est sûr, parce que on est un peu comme des sportifs, donc c'est vrai qu'on est en tension quand on joue, et donc après il faut se détendre. Moi je nage beaucoup. Voilà, c'est votre yoga à vous pour l'instant. Je nage énormément. Mais il faut préciser que lorsque vous ne jouez pas, vous dirigez. Oui, mais c'est vrai que le fait de nager, après d'être dans la nature aussi... parce que je travaille dans des vignes parfois et je trouve que ça... C'est une forme de méditation? Oui, bien sûr. On a besoin de méditation tous. Donc ça, c'est... Voilà, ça...
Alors à suivre, Bertrand, un sujet qui peut-être devrait vous plaire. On va rejoindre Francesca. Alors elle va nous faire découvrir la tourbière de Moltifao. C'est à l'occasion de la semaine du développement durable qui va démarrer demain. Bonjour Francesca, comment ça va ? Oui Célia, bonjour à tous. Alors nous sommes effectivement ici en contrebas du village de Moltifao dans la forêt du Val. Pourquoi ? Eh bien parce que cette forêt renferme un site unique en Corse. C'est une tourbière, la tourbière de Moltifao, qui est un véritable laboratoire pour sa biodiversité. Pour nous en parler, un spécialiste, il est agent ONF et il s'appelle Richard Moulenc. Bonjour. Bonjour. Alors Richard Moulenc, avant de nous focaliser sur la tourbière qui est unique en son genre, effectivement on en parlera plus longuement tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette forêt du Val ? Elle renferme quelles espèces ? Alors, j'ai envie d'élargir un petit peu. Le canton de Valde fait partie de l'ensemble de la forêt communale de Moltifao que l'ONF gère pour le compte de la commune de Moltifao, qui en est la propriétaire. Dans le canton de Valde, comme vous l'avez dit, il y a une tourbière, mais également autour, nous avons toute une ripisylve que nous avons derrière nous, d'aulnes, qui sont une espèce de bord de rivière en fait. Nous avons également des espèces assez intéressantes comme la vigne sauvage que je vous ai montré tout à l'heure, Vitis vinifera. Il y a également des aulnes, des chênes, je crois. Alors les chênes dans la partie plus sèche à l'extérieur, et rapidement nous allons d'une partie sèche arriver à une zone complètement aquatique dans laquelle nous allons voir la tourbière. Alors cette tourbière, effectivement, je le disais, elle est unique en Corse. C'est quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi ? Parce que normalement les tourbières sont dans les pays très froids, la Scandinavie, ce genre de choses. Et ici, elle existe sur un territoire aride finalement. Notez également que elle a été classée Ramsar en 2016. Tout à fait. Il y a eu, depuis 1990 où elle a été découverte, il y a eu plusieurs statuts de protection. Tout d'abord, elle a été classée comme site Natura 2000. Ensuite, comme réserve biologique forestière dirigée. Et enfin, Ramsar, qui, comme vous le dites, est un label emblématique en matière de biodiversité au niveau international, bien entendu. Alors cette tourbière, parlons-en un petit peu. D'abord, qu'est-ce que c'est pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui ne savent pas ? Alors, une tourbière, déjà ici, il faut rappeler qu'elle est exceptionnelle parce que c'est la plus méridionale de toute l'Europe. Donc elle n'a pas d'équivalent en milieu méditerranéen. Ça, c'est essentiel de le dire. Après, la constituante de la tourbière, elle dépend d'un espèce de triptyque au niveau de l'eau. C'est-à-dire qu'il faut une eau qui soit froide, qui soit pauvre en nutriments, notamment en sels minéraux, et qui soit très peu oxygénée et acide. Quand vous avez toutes ces conditions qui sont réunies, vous avez formation de tourbe. Et vraiment, c'est la tourbe qui donne le nom de tourbière, à contrario du marais classique où la matière végétale se transforme en humus, et là vous n'avez pas de production de tourbière. Alors c'est quand même un marais, c'est pas un marais, c'est quand même une tourbe, c'est quand même un lieu où on peut s'enfoncer, dans lequel on peut s'enfoncer, donc c'est quand même dangereux, il faut éviter d'y accéder, et puis qui renferme des espèces spécifiques, quelques-unes avant de terminer. Alors, un exemple, nous avons le Liparis de Lozelle, qui est une orchidée que l'on trouve dans les pays nordiques et en France continentale, dans le nord de la France, qui se trouve là en même temps que le platentaire d'Algérie, qui est une espèce d'Afrique du Nord. Donc, au niveau de la faune ? Alors au niveau de la faune, la cistude, tortue aquatique, et des cerfs, la tortue d'Hermann. La tortue d'Hermann en périphérie. C'est une tortue terrestre, donc elle n'est pas dans l'eau, elle n'est pas dans la tourbière. Alors juste pour terminer, qu'est-ce que l'on peut donner comme conseil aux téléspectateurs qui nous regardent ? L'été approche, on va faire des randonnées très vite. Surtout, soyez respectueux de l'environnement. Oui. Moi, j'ai envie de dire ne pas laisser de détritus et bien entendu faire attention au feu. Merci Richard, on espère que ça vous a plu, que vous avez découvert un lieu. Et je vous rappelle que demain, la semaine du développement durable commence et c'est pour ça qu'on était là aujourd'hui. Surtout, protégez la nature, protégez-vous également. Merci à tous et je vous dis à jeudi. Merci beaucoup Francesca. Allez, à suivre la chronique de Jean-Baptiste. Il a décidé aujourd'hui de nous faire découvrir l'ensemble instrumental de Corse après le jingle. C'est à toi.
Dunque oggi ho scelto di parlarvi di questa lei magnifica che duce tra musica corsa e musica classica. La musica classica che potremmo anche chiamare musica sapiente. Ha saputo mettere ossia al servizio della polifonia e arricchiscerla. E dunque in denote abbiamo un conservatorio Henri Tomasi in Ajaccio e in Bastiglia e numerosi sono qui che ci vanno per imparare la musica. D'altronde, il concerto è stato dato dai giovani del conservatorio la settimana scorsa, o sabato, prova che c'è talenti nella nostra gioventù. A Edisol hanno dato un concerto di qualità, si pare di artisti professionali e confermati. Insieme a sta lei, tra musica corsa e musica classica, un amico un fatto nuovo, sono 20 anni che i gruppi tradizionali corsi chiamano agli strumentalisti classici per portare qualcosa in più in queste canzoni. I gruppi e gli artisti come Voci a Gravogni, Chiama Gialesi, Diana Saicet, Sebastian Tramon del gruppo Sveglio d'Isola o anche Aviletta hanno lavorato con un'orchestra sinfonica. E dunque Aviletta, che è un gruppo che piace mori, ha collaborato con il famoso Insieme Strumentali Gorso e vi vorrei far ascoltare un strato di una canzone che si chiama Affresco. Ascoltiamo. La ricchezza di strumenti dà forza, dopo mi pare, dà forza ai voci et di nuovo alla scrittura. Bon, vous connaissez bien Aviletta, vous les avez invités l'année dernière au festival de Sors une Musica. Et vous avez pensé quoi de ce lien entre la musique corse et de la polyphonie et de la musique classique? Nous, ça fait depuis le début qu'on fait ces mélanges parce que justement, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de musique classique, musique traditionnelle, polyphonie, pas polyphonie. On est tous musiciens, on a tous envie de partager. Et donc avec Affilette, par exemple, et Jean-Claude, en l'occurrence, puisqu'on a travaillé ensemble pour ça, on a toujours eu envie de travailler, de créer des choses. Et l'année dernière, ça a été un peu la résultante de tout ça. Mais on a avec Laetitia Madialès, on a fait des choses. Avec Diane, on a fait des choses aussi. Et puis il y a des choses en création. Mais moi, je sépare pas les musiques. C'est pour ça que j'ai toujours du mal à dire c'est bien avec. Oui, c'est bien parce que c'est de la musique. Et quand il y a du talent et du travail et qu'on peut faire des choses ensemble, bien sûr que c'est génial parce que quand on chante en polyphonie, l'important c'est l'écoute. Ouais. Et que nous, quand on joue, c'est l'écoute aussi. Ouais, c'est le même métier. Voilà. C'est vrai. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Allez, Verano in Musica, c'est ce soir à l'Espace Diamant, à 20h30, un concert exceptionnel. Mais il y a aussi Arbori et Piane, 1er et 2 juin. Oui. Ça va se décliner. C'est un peu ce qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'on retourne toujours dans les villages du canton, qui est maintenant un grand canton. Et voilà, donc l'hiver, on parlait d'hiver, mais on y va aussi au printemps. Donc l'été, c'est un peu ce qui brille. Non, mais parce que alors l'été brille, mais pour moi presque le plus important, le plus fort, c'est l'hiver et le printemps, parce qu'on est en plus petit comité et c'est plus chaleureux. Et puis voilà, on rencontre vraiment les gens. Et puis nous, on va dans les écoles aussi, donc c'est un moment où on a le temps, on va chez les gens qui. Alors on terminera avec ça justement avant de nous faire le plaisir de jouer pour nous en direct. Pour vous, c'est très très important de passer cette passion de la musique aux enfants, et c'est ce que vous faites notamment avec des masterclass. Alors il y a les masterclass l'été avec justement des cours et donc c'est important, ça c'est un peu le moment, même avec des débutants. Mais il y a aussi quand on va dans des écoles. Et là, moi, je leur présente les 4 saisons, je leur raconte l'histoire et je trouve que ce sont des moments forts parce que ça leur donne une petite lumière pour pouvoir peut-être aller un jour au concert ou faire de la musique après. Voilà, alors, merci infiniment d'être venu nous parler de ce concert. Oui, je vous en prie, vous allez pouvoir continuer, enfin vous installer tranquillement, puisqu'INSEM, ça va continuer à 13h. Vous avez tous très probablement reçu des mails vous demandant d'accepter l'autorisation de vos données personnelles. Alors, est-ce que vous avez accepté? Non, c'est bien, il ne faut pas. En tout cas, on va en parler avec Eric Ferrard. Et est-ce que les géants du net vont se mettre en règle? Mystère. En attendant, on va se quitter avec vous, Bertrand, en musique. C'est quand vous voulez.
Thank you.